Ce podcast vous est présenté par OneFlash. La recharge mobile en libre service. Bienvenue dans Share Your Power, le podcast qui réunit celles et ceux qui font bouger les lignes. À chaque épisode, des dirigeants et décideurs partagent leurs coulisses, leurs choix et leurs convictions sur les tendances du moment, les avancées technologiques et les actualités qui façonnent l'expérience client des grandes entreprises. Une discussion libérée, sans filtre, pour comprendre comment ils décident et comment ils passent à l'action. Bonne écoute. Quand on pense au tourisme européen, on pense souvent aux hôtels, aux compagnies aériennes, aux plateformes comme Airbnb. Pourtant, un acteur est en train de bâtir discrètement un géant européen du plein air premium. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Manceau, CEO d'European Camping Group. Bonjour Lucas. Ravi de t'avoir avec nous. Est-ce qu'il y a une manière de te présenter ou tu as envie de te présenter de manière un peu différente que ce que tu as l'habitude de faire? Moi ou ECG? Toi. Ouais, bah écoute, je suis d'abord le père de 3 garçons et un mari heureux. Donc j'ai 3 enfants, 3 garçons qui ont 13, 10 et 4 ans, qui ont découvert le camping avec mon nouveau job. Je suis le CEO de CG. J'ai un parcours scolaire somme toute assez classique avec une école de commerce. J'ai travaillé 16 ans chez Roland Berger, cabinet de conseil en stratégie, où j'ai passé beaucoup de temps à travailler dans 2 secteurs qui sont finalement assez connectés, qui étaient le retail non alimentaire. Ok, par exemple. Les magasins de mode, l'optique, les Décat, tous ces réseaux-là, quoi. Du retail spécialisé. Puis de l'autre côté, il y avait le tourisme. Et le tourisme, quand tu y réfléchis, ça ressemble beaucoup au retail, en fait. C'est des business de réseau. Et donc, j'ai couvert plein de verticales, on va dire, de verticales du tourisme. Les campings, on va sans doute s'en parler, c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, mais aussi les hôtels, les villages vacances, les résidences de tourisme, les croisières, du loisir aussi, des cinémas, des parcs d'attractions. Et en réalité, entre ces deux mondes-là, il y avait quand même pas mal de passerelles. Et puis au bout d'un moment, l'opportunité s'est présentée de rejoindre OCG et je l'ai saisie parce que le secteur était très excitant et que c'était une très belle opportunité. Quand on vient te voir pour des missions, c'était quel type de mission? C'était le marketing, c'était financement, acquisition À l'époque, Ouais, à l'époque. chez Roland Berger. Alors, différents types de missions, surtout très peu de missions d'optimisation des coûts, pour être honnête. C'était souvent des missions de strat, de redéveloppement, d'expansion, de conquête de nouveaux pays, de réflexion stratégique, X ou Y. Il y avait une partie qui était liée au private equity, parce que mon ancienne maison avait la particularité d'avoir une partie non neutre dans son chiffre d'affaires, 30-40%, sur du private equity. C'est-à-dire comme ça que j'ai découvert le secteur du camping. Et donc, j'avais pas mal de missions de due deal ou de vendor due deal. Ce qui était super, parce qu'en fait, ça me permettait de découvrir plein de boîtes différentes, en fait. Et du coup, de faire beaucoup de parallèles entre les différentes entreprises et puis finalement, d'en tirer des grandes leçons. Vous étiez, en pleine saison, vous êtes quoi? 7000 collaborateurs? Ouais, on est un peu plus... En haute saison, on est maintenant presque 8000 collaborateurs. En fait. Comment tu passes du conseil, où on imagine que tu as une équipe, mais qui est quand même, à mon avis, infiniment plus restreinte que 7000 collaborateurs. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas, sans parler du syndrome de l'imposteur, parce que je pense que tu étais évidemment câblé pour le faire, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu, pas la peur du vide, mais se dire mince, là je vais passer à la tête d'une boîte de 7000 personnes, comment je gère ça d'un cabinet, on fait les choses un peu plus dans l'ombre, à une exposition totale? Ce qui est sûr, c'est que c'était un changement. Mais je pense que quand tu passes du conseil à un poste de CEO, alors il y a une petite phase de transition entre les deux, d'à peu près 6 mois. Quand tu fais ce type de job, en fait, tu changes à la fois de métier, tu changes de secteur. Moi déjà, la partie secteur, je la connaissais bien. Modestement, j'y avais travaillé de plein de façons différentes pour plein de boîtes du secteur. Ça faisait une dizaine d'années que je connaissais les gens, en fait. Donc déjà, ça aide. Après, c'est ton changement de posture quand tu prends le job de CEO. Je pense que j'avais été bien préparé à ça, hein. D'abord chez Roland Berger, puisque Roland Berger est un cabinet de conseil qui est très entrepreneurial. Donc, je me suis retrouvé beaucoup dans des situations où en fait, tu as plein de décisions à prendre. Et en fait, le job de CEO, c'est ça, hein, c'est prendre des décisions. Donc, finalement, la transition, elle s'est faite assez naturellement, dans un contexte un petit peu particulier. C'était un contexte de fusion, on pourra peut-être s'en reparler. Donc, d'abord, cet aspect-là, finalement, il s'est fait assez naturellement. Après, tu passes la tête d'une boîte qui fait 7500 personnes, mais j'ai des équipes. C'est ça le vrai truc. C'est qu'avant, dans mon ancienne maison, je travaillais avec des gens qui étaient des gens smart, engagés, hyper compétents. Et aujourd'hui, je travaille avec des gens smart, engagés, hyper compétents. Et en fait, c'est eux, finalement, qui portent, via quelques niveaux hiérarchiques, ces 7500 personnes. Donc ça s'est fait de manière finalement assez smooth. Est-ce qu'en passant côté du client, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a des conseils que tu avais donnés qui n'étaient pas forcément pertinents?
Parce que finalement, quand tu as de la data quand tu es sur le conseil, mais quand tu es à l'intérieur de la maison, c'est pas la même. Parce que tu te dis, mince, en fait, avec du recul, c'est peut-être pas le bon call. Ou à l'inverse, non, au contraire, super, j'avais même pas assez d'informations, mais c'est encore plus pertinent. Non, la vérité, c'est plat en fait. Hein. Moi, je trouve que le conseil en strat a une vraie valeur parce qu'en fait, il vient percuter les dirigeants ou les actionnaires avec une autre réflexion. Mais c'est une valeur très forte, mais il n'a que cette valeur. Après, tu arrives à le transformer si le dirigeant, il fait lui-même le tri et il se dit, OK, ça, je peux le mettre en place. Ça, c'est une bonne idée, mais pour plus tard. Et ça, laisse tomber, en fait, je ne peux pas vraiment le mettre en place. Donc, en réalité, il y en a plein. Moi, par exemple, quand je suis arrivé, en fait, j'avais travaillé en tant que consultant, juste avant d'arriver, sur l'intégration, enfin, sur le potentiel d'acquisition de Vacances Select, qui était un gros concurrent, par ECG. Je suis arrivé quelques mois après que l'acquisition ait été faite. Donc, j'avais donné des conseils, j'avais listé des synergies, etc. Et donc, moi, on m'a dit, tiens, maintenant, tu prends les clés. Ah, tu as eu des conseils Puis maintenant, tu vas délivrer, quoi. Et je me souviens très bien que mon actionnaire, devant tout un parterre de gens, avait dit, voilà, c'est ça la mission qu'on va donner à Sébastien. Et pour commencer tout de suite, j'ai pris directement, avant de prendre le job de CEO, pendant 6 mois, j'ai pris une DBU, très directement. Il faut bien que j'avais donné plein de conseils qui, stratégiquement, étaient les bons. En tout cas, la plupart étaient bons. Certains étaient hyper durs à mettre en place. Parce que le camping, en réalité, c'est hyper complexe. De loin, comme ça, on se dit, OK, c'est comme les hôtels, c'est comme les résidences. Rien à voir. Alors oui, on accueille des clients, on leur fait passer des vacances, etc. Mais c'est une complexité franchement importante. Et dans l'implémentation, dans le côté hyper opérationnel. Donc, j'ai donné des conseils qui étaient vraiment durs à mettre en place. Et vraiment, c'est drôle parce que je suis parfois dans la position où il y a des consultants en strat ou d'autres types de conseils qui viennent me voir. Maintenant, tu leur dis, creuse davantage l'opération. Ouais, alors, mais je sais ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire de nos côtés. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir le discernement de se dire, OK, il m'a donné des orientations, il y a des trucs que je peux mettre tout de suite, et d'autres trucs, oui, ça vient me percuter, ça me fait réfléchir, mais en réalité, je ne pourrais pas vraiment les mettre en place. C'est quoi les frictions dans l'exécution opérationnelle? Par exemple, je dis n'importe quoi, tu veux mettre la Wi-Fi sur tous tes campings, donc ça paraît être un bon conseil. Hyper dur. Qu'est-ce qui fait que derrière, et encore c'est vraiment complexe ce sujet-là, parce que tu as peut-être d'autres zones, etc. Mais c'est quoi les frictions opérationnelles qui fait que quand tu donnes une impulsion, ça a du mal à suivre? Je vais donner quelques exemples. Mais honnêtement, on pourrait passer une journée entière où je te donne des exemples, c'est compliqué à implémenter. Non, mais tu as donné l'exemple du Wi-Fi. L'exemple du Wi-Fi, il est intéressant. Dans un hôtel, la plupart du temps, c'est vertical, donc en fait, tu n'as pas besoin de tellement de bornes. Nous, nos campings, on gère de l'horizontalité. Cette différence entre la gestion de la verticalité et de l'horizontalité, c'est un truc qui est hyper important dans le camping. Et en plus, on a plein de campings différents. Donc, j'ai des campings qui vont être en restant, d'autres qui vont être très grands, d'autres qui vont être très petits, d'autres qui vont être dans des zones proches de ville, d'autres dans des zones complètement paumées. Donc, le Wi-Fi, c'est par exemple, c'est un sujet. Il y a des secteurs où on arrive très bien à mettre le Wi-Fi, d'autres secteurs où c'est hyper compliqué. C'est des sujets de débat avec l'IT et les opérations chez moi, parce que évidemment que j'aimerais qu'on ait un Wi-Fi absolument parfait partout, mais c'est dur à mettre. Premier exemple. Deuxième exemple, truc qui est très important. La deuxième complexité de notre secteur, c'est qu'on a un stock qui bouge. Et ça, c'est fondamental. Je reprends l'exemple de l'hôtel. Tu construis ton hôtel, première année, tu as 100 chambres, la deuxième année, tu as 100 chambres, la troisième année, etc., etc. Nous, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, sur un camping, tu as des emplacements. La base, c'est des emplacements. On va dire des carrés. J'aimerais que ce soit des carrés parce que parfois, c'est des triangles, parfois, c'est des ronds parce qu'il y a des arbres, tu joues avec la nature, etc. On a des mobil-homes, on a des tentes, on a des emplacements nus où tu peux arriver avec ta propre tente ou avec une caravane, par exemple. Parfois, on a aussi des chalets. Puis parfois, il y a la maison de l'ancien proprio, on a transformé en gîte. Donc, tu gères tout ça. Chaque année, le camping, il va changer. Parce que ces emplacements nus, là, tu vas vouloir les densifier. C'est ça qu'a fait le développement du secteur. C'est la densification des emplacements nus par le mobil-home. C'est ça qui est le grand succès. On essaie de poursuivre ce succès, évidemment. Tu veux mettre un mobil-home. Puis tes anciens mobil-homes, ils sont un peu vieux, puis tu es sur un camping 5 étoiles. Tu veux mettre un nouveau mobil-home, évidemment. Tu veux le changer. Exemple de difficulté. Puis alors, ce matin, par exemple, tous les vendredis matins, on a un comité de pilotage très opérationnel où on ne traite que de ces sujets. Chaque année, on achète entre 2 et 3 000 mobil-homes et chaque année, on change, on déplace à peu près 3 000 mobil-homes aussi. Je fais venir un nouveau mobil-home. Ce nouveau mobil-home, quand il arrive, il faut qu'on ait enlevé l'ancien. Donc, il faut que je me sois organisé pour avoir bougé l'ancien. C'est une équipe de 3 personnes. Ouais, c'est une équipe de 3 personnes. Il y a des caleurs, donc c'est des gens spécialisés qui font ce métier-là. Ces caleurs,
Toi, tu es en concurrence pour les recruter avec tous nos autres concurrents. Donc, si pour une raison pour Y, finalement, il a plu, par exemple, parce que tu as rendu dehors, et que c'est tout gadouilleux, les types ne peuvent pas venir. Donc, ils sont plus dispo et ils doivent faire plein de missions en très peu de temps. Mais pour installer ton nouveau mobilhome, il faut que tu aies déplacé ton ancien mobilhome. Idéalement, tu l'as mis sur un 3 étoiles, par exemple. Mais sur ce même 3 étoiles, il faut que tu aies lui-même déplacé ça. Tu le multiplies à l'infini et c'est énorme. Et nous, on a plusieurs types de business models. On en reparlera peut-être. On a des campings qu'on gère de A à Z, puis d'autres qui sont des campings partenaires. On est chez des indépendants et on a notre stock de mobilhome. Et puis parfois, on part. Si j'ai un camping où on me dit de partir, qui est dans le nord de la France, qu'est-ce que j'en fais des mobilhomes? Je vais peut-être les mettre à Argelès, mais je vais leur faire traverser 1000 bornes. Voilà, tu vois, on a tout ça à gérer. Et ça, en fait, ça crée beaucoup de friction opérationnelle, puisque c'est le terme que tu avais utilisé. Mais énormément de friction opérationnelle. Et donc, c'est ça qu'on gère tout le temps. Ok. Et ça, je pense qu'on ne soupçonne pas, on soupçonne pas cette complexité. Donc, on a un mix entre Accor et Europcar, en réalité. Ouais, non, c'est vrai que le rôle, il faut le vouloir, ce que tu dis, à mon avis. Des sujets du quotidien, tu dois en avoir. Je vous pose la question sur la chaîne de valeur que vous possédez. Vous êtes les leaders, vous avez énormément de mobilhomes. Vous ne vous êtes pas posé la question d'aller chercher l'acquisition sur la première chaîne de valeur, à savoir la construction de mobilhomes? Très bonne question. Non, on se l'est posé. Mais c'est un autre métier. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a une opération importante où Trigano, qui est un des acteurs, a acheté Biohabitat. Le business de la construction de mobilhomes, il est assez oligopolistique. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. C'est un business industriel en réalité. Vous êtes le plus gros client, j'imagine. On est un très gros client. Ouais, on est 2-3 à être des gros clients. Il y a 5 acteurs en France, si tu veux. Et donc, il y en a un qu'on a racheté un autre. Donc, évidemment, sujet autorité de la concurrence. Et on s'est posé la question, finalement, est-ce qu'il y a des usines qui vont être mises en vente? Est-ce que ça vaut le coup qu'on rachète une usine pour fabriquer nos propres mobilhomes? En réalité, on n'y est pas allé parce que, d'abord, ce n'est pas le même métier. Tu vois, c'est un vrai métier d'industriel. Et nous, on a un métier B2C d'opération. On ne sait pas gérer de l'industriel. Voilà, typiquement, intellectuellement, un conseil strat que tu pourrais donner, c'est ça. Tu t'intègres sur la chaîne de valeur. Mais dans la vraie vie, on n'a pas voulu parce que ce n'était pas le même métier, d'une part. Et deux, parce qu'on veut mettre toute notre énergie sur bien faire notre métier. Et bien faire notre métier, dans le monde du camping et puis dans le monde en général, où il y a tellement de choses qui évoluent, il y a plein de choses à faire. Donc nous, on a un vrai enjeu, c'est se focaliser et hyper bien exécuter notre vision. Une question un peu naïve. Est-ce qu'il y a des innovations sur le mobilhome en lui-même? Ou est-ce qu'on est arrivé au-delà des matériaux? Ou est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on doit avoir dans 15-20 ans, finalement, un espace confortable avec une climatisation? On est arrivé au summum où il y a encore des innovations à aller chercher? Il y a plein d'innovations encore à aller chercher. Et je reviens sur les fabricants de mobilhomes. On a la chance d'avoir des fabricants de mobilhomes qui sont bons, qui se posent plein de questions et qui font énormément progresser les produits. Les mobilhomes aujourd'hui, la règle, c'est que tu peux acheter un mobilhome jusqu'à 40 mètres carrés. C'est pas je me suis posé la question pourquoi là, il y a une règle là-dessus? Écoute, l'hiver des campings, c'est des tonnes de règles. Okay, D'ailleurs, ça fait partie des défis et des complexités du secteur. Okay. C'est qu'on empile des tas de règles un peu dans tous les sens, qui sont parfois très blanches, parfois très noires, mais aussi parfois très grises. Tu as beau avoir une équipe de juristes, une équipe d'urbanistes, parfois tu sais juste pas en fait. Tu n'as pas le droit, et donc t'as pas le droit de mettre deux mobilhomes à 40 mètres carrés à côté. Donc, alors parfois si, c'est ce qu'on fait parfois. Tu mets deux mobilhomes à côté, tu les mets comme ça, et puis tu fais une grande terrasse. On appelle ça nous des mobilhomes tribus. Ça a vachement de succès. Tu peux accueillir deux familles, tu vois. Et c'est top. Tu peux y aller avec des copains, tu peux avec tes grands-parents. C'est canon. Mais dans certains départements, on va dire ok, il y a pas de problème. Okay. Dans d'autres, on va dire ok, il y a pas de problème, mais dans votre permis d'aménager, c'était 2 emplacements et du coup, on le réunit en un. Puis dans d'autres, on va dire non, je sais plus un mobilhome. Du coup, c'est une construction. Donc c'est un permis de construire. Sujet du quotidien, tu vois, les petites complexités. Mais donc, pour revenir à ta question sur les innovations, il y a plein d'innovations. Donc, d'abord, ça a grandi. Il y a les innovations de matériaux, il y a les innovations de design, vachement. C'est-à-dire que maintenant, quand tu rentres dans un nouveau mobilhome, franchement, tu te dis waouh. Et ils sont hyper stylés, tu as l'impression que c'est décoré Sarah Lavoine. Donc, ils sont franchement vachement bien. Ils sont bien équipés avec la vaisselle, clim. Je pense qu'on peut encore beaucoup jouer sur la domotique. Ça, c'est sûr. Je pense qu'un jour, on jouera un peu sur la hauteur. Sans doute, aujourd'hui, on ne peut pas tellement parce qu'un mobilhome, tu le mets, tu le transportes par 1 ou par 2, tu le mets sur un camion, il faut que ça passe sous les plombs. Donc, c'est aussi bête que ça. Je suis sûr qu'un jour, on pourra jouer sur cet aspect-là. Ouais. On joue sur les terrasses de plus en plus. Encore une fois, on est en plein air. Donc, tu as un mobilhome, en moyenne chez nous, un mobilhome, ça peut faire
30 mètres carrés. Et tu peux rajouter des terrasses qui deviennent maintenant de plus en plus grandes. Hein. On a certaines qui peuvent faire du 10 par 4. Donc là, tu rajoutes 40 mètres carrés. Tu te rends compte, tu as une unité qui fait 100 mètres carrés. Ça devient, enfin, quasiment, ça devient énorme. Donc, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs sur le mobil-home et il se passe plein de trucs aussi sur l'hébergement au sens large. Parce que le mobil-home, c'est quand même le produit phare. Tu vois, nous, on essaye d'innover. C'est un peu notre responsabilité de leader d'innover. Puis c'est des produits sympas, puis parfois on se plante, puis c'est des pépites. Où on essaye de mélanger différents types d'hébergement. Tu vois, par exemple, on a fait un truc qui est très sympa. On a un mobil-home très premium. Pour revenir à ton idée de mettre deux trucs ensemble. Là. On a un mobil-home très premium. Et à côté, on a mis un Tipeee. Qui a un étage, qui est très chouette, qui a un étage, le truc est climatisé, le truc est hyper épais, donc ça va durer dans le temps. Mais tout d'un coup, tu retrouves un peu cette essence du camping qu'il y avait à l'époque, et puis pour les enfants, c'est génial, quoi. Et pas que pour les enfants d'ailleurs. Et tu as une salle de bain dedans. Donc en fait, on peut encore réfléchir à plein de trucs sur l'hébergement. Dans tous les sens, mais on a vu peut-être sur les réseaux des tiny houses d'Amazon, tu peux construire, qui coûtent 5 000 €, que tu peux construire. Est-ce qu'on arrivera sur ce genre potentiellement d'habitat, en fait, des mini-maisons, mais moins mobile home? Pas forcément. Peut-être, mais moi, je ne crois pas. Ou alors très marginalement. Nous, des tiny homes, plein de produits différents, on en a plein. La vérité, c'est qu'à chaque fois, on les achète dans des petites quantités parce que les gens ne veulent pas passer une semaine dedans. Tu es ravi d'y passer 2 jours, tu vois, mais pas une semaine. Voilà. Et c'est très expérimental. Et c'est super. Et c'est super pour les clients, les cabanes dans les arbres, c'est super dans les clients. On en a plein, le côté glamping, voilà. Mais ça ne fait pas complètement un modèle économique. Ce qui fait le modèle économique, c'est ton mobile home. Parce que ton mobile home, il est rentable relativement vite. Tu peux le faire durer dans le temps parce que les fabricants font comme des super produits. Tu peux le déplacer, alors que tu vois, une tiny home, souvent, c'est plus compliqué à déplacer. Si tu as une montée en gamme du camping, Et moi je te disais en introduction, j'ai ma famille qui allait régulièrement au camping, mais que je pense que tu dois l'entendre, il y a toujours un peu un dédain de certaines classes au regard du camping. Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que c'est l'objectif, c'est d'aller les chercher ou pas forcément? Il y a déjà un réservoir de clients qui est déjà énorme, de Français qui y vont. Est-ce que ceux qui vont au Club Med, on va essayer d'aller chercher potentiellement les titiller en disant les gars, en fait, il y a une vraie expérience à venir chercher chez nous? tu mets le doigt sur un vrai bon sujet et des vrais bons exemples. Écoute, comme tout secteur qui évolue, il y a son lot de débats. Et en fait, nous, on a un double débat. On a est-ce que la montée en gamme ou la montée en confort, moi, je parle plus de montée en confort, finalement, nous fait perdre des clients historiques? Oui, forcément, parce qu'en fait, on met beaucoup d'investissements sur nos campings, beaucoup d'investissements sur nos mobil-homes, et de fait, même si on ne passe pas beaucoup d'augmentation de prix, en réalité, nos augmentations de prix se font surtout par le mix de produits. Évidemment, ils sont plus chers un mobil-home qui fait 40 mètres carrés qu'un mobil-home qui fait 20. Donc, comment est-ce qu'en fait, on ne perd pas cette frange de la population, qui est la frange historique du camping, et qui constitue un très gros réservoir? Déjà, c'est une battle. Le deuxième combat, c'est d'aller chercher ces clients qui ne nous considèrent pas. Et le secteur, et c'est pas que CG, c'est aussi tous mes points, ça c'est vraiment un combat secteur, c'est comment est-ce qu'en fait on est considéré. Moi, je vais te donner des exemples perso. Moi, je n'allais pas en camping avant. Tu vois, je connaissais le secteur, mais je n'y allais pas tellement. J'ai découvert le secteur finalement avec le boulot, quoi. À chaque fois que j'ai emmené des gens en camping. Mais c'est systématique. Je n'ai pas un cas où ça n'a pas marché. Les gens ont fait waouh, ils ont découvert un vrai truc. D'abord, ils ont découvert que les unités d'hébergement, elles étaient super et que tu n'es pas du tout moins bien dans un mobil-home que dans une résidence de tourisme, dans un club de vacances. Et puis après, ils découvrent tout le reste, quoi. Tout le reste, et tout est inclus. C'est ça le vrai truc chez nous. C'est que tu as la piscine, tu as l'animation, tu as plein de jeux, tu as le resto. Si tu veux pas aller au resto, c'est pas grave. Tu déjeunes ou tu dînes dans ton mobil-home. Donc, on a un vrai enjeu à être considéré par ces gens-là. On réfléchit à des actions marketing pour aller faire venir ces gens. Alors, du Club Med, le Club Med est monté très très haut en gamme, donc c'est peut-être pas eux. Entre le Club Med et nous, j'aimerais pouvoir le Club Med, tu vois. Mais entre les deux, il y a un univers des possibles qui est hyper important. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on arrive à faire venir les gens une première fois. Et s'ils viennent une première fois, toutes nos stats, elles montrent qu'ils restent en fait. Donc, c'est un vrai gros challenge. Et tu vois, cette année, on va voir ce que ça va donner. Parce que, tout un tas de raisons qui sont liées notamment à l'environnement économique et puis à l'Iran, c'est ce qui se passe. Les gens vont sans doute partir moins loin. Ils vont moins prendre l'avion, donc ils vont rester plus en Europe. Il y a peut-être des gens qui, parce qu'il y a aussi une pression pouvoir d'achat, pétrole, etc., vont peut-être tester le camping. Et je suis sûr qu'ils vont rester.
On fait des études marketing pour savoir pourquoi cette cible boude un peu le camping. C'est quoi les raisons? Est-ce que c'est le confort ou est-ce que c'est finalement éviter, chercher l'entre-soi et éviter le mélange? Non, c'est le cliché. Ouais, la première barrière à aller dans le camping, elle est psychologique. Parce que, en fait, quand tu as des enfants et que tu y allais une fois, honnêtement, c'est incroyable. Après, il y a plein de types de campings différents. Tu vois, on a du 5 étoiles, du 4 étoiles, du 3 étoiles. Il y en a qui sont assez intimistes. Il y en a qui sont beaucoup plus Ok. usine à enfants, piscine. Tu choisis ce que tu veux, quoi. Il y en a 7400 en France, hein, donc il y a du choix. Mais j'avoue que les enfants, c'est une bonne porte d'entrée. Parce que quand tu fais des vacances avec des enfants hors camping, c'est des bons moments, mais tu galères aussi, quoi. Non, mais en fait, pour être clair, on n'a pas de couple ou de Ouais, c'est relais vrai. au moment où il y a des enfants. En fait, on en a en basse saison, plein. En haute saison, on n'a que des familles. Ouais, c'est sûr. Et, en basse saison, donc septembre, octobre, ou rentrée de saison, là, on va avoir des couples, des groupes, parce qu'on a de plus en plus de groupes de gens. Du coup, c'est pas la même expérience, c'est pas le point. Et notre challenge à nous, hein, et à tout le secteur, c'est d'être capable de différencier ton expérience entre la basse saison et l'autre saison. Nous, dans l'univers startup, on parle beaucoup de stickiness, LTV. Je sais pas si c'est des notions qui te parlent. Ce serait quoi? Moi, je me suis posé la question. Je me dis, la stickiness, tu parlais que les gens reviennent dans le camping. J'imagine que oui, mais c'est quoi? C'est 80% des gens qui font un séjour chez vous reviennent soit chez vous, soit dans un camping, parce qu'ils ont aimé l'expérience. Est-ce que vous avez ces données? I wish. Et LTV, quand un client qui est rentré il y a 10 ans, il est encore chez vous pendant 10 ans, 15 ans? Bonne question. Écoute, le secteur du tourisme, je l'avais découvert dans mon ancien job, le secteur du tourisme est un secteur de conquête permanent, tu vois. Même des acteurs qui ont un service client absolument remarquable comme Med, ils n'ont pas des taux de repeat qui sont supérieurs à 50 ou à 60%, quoi. Bon. Donc, en permanence, tu dois être en conquête. Pourquoi? Parce que les différents segments de vacances, en fait, ils sont poreux. Donc, les gens, les gens sont pas exclusifs, en fait, à un format de vacances. Parfois, ils font le camping, puis ils vont à l'hôtel, Airbnb, et ce qui met un certain niveau de pression, en fait, parce qu'ils viennent, les clients B2C, ils viennent chercher des expériences partout, puis ils veulent le mieux de tout ça, quoi. Bon. Les secteurs sont particulièrement poreux, et nous, notre taux de repeat, c'est 30%. Chaque année, on a 30% de clients qui étaient déjà venus dans le passé. Sur ces 30%, tu en as 10 qui sont à peu près du repeat site à site, donc la personne était là l'année d'avant, ou les quelques années avant, et 20 qui se font aux bornes du réseau. Nous, la valeur aussi d'avoir un large réseau. Nous, on a 450 destinations chez ECG. Ça compte, en fait, parce que du coup, on fait naviguer les gens. Et tu vois, c'est un gros sujet, mais c'est dur. Chaque point de loyalty est vachement dur à aller chercher, parce que on a beaucoup de concurrence dans le camping et hors du camping. Et puis, nos concurrents, ils font du bon boulot aussi. Et quant à la stickiness, oui, tu as raison pour répondre à ta question. Quand les gens rentrent chez nous et qui restent, en fait, nos meilleurs clients, notre premier décile, c'est des clients qui sont sensiblement beaucoup plus loyaux que le reste. Est-ce que vous arrivez à offrir une expérience différente à ceux qui sont là depuis 10 ans? Est-ce qu'on doit les traiter différemment? Il y a Excellente question. C'est des gens qui parlent super bien du camping constamment, il ne faut pas les perdre. Ou est-ce que c'est compliqué d'un point de vue marketing parce que tu es sur aussi un secteur qui a mis, j'imagine, du temps à se digitaliser ou avoir ces informations. C'est que des clichés dans ma tête. Et je me dis, est-ce qu'on a une base de données suffisamment fiable, des gens en marketing suffisamment nombreux pour pouvoir adresser des cohortes différents en fonction des clients? On est exactement dans ces sujets-là. Tu vois, dans les quelques sujets prioritaires de l'année, il y a le sujet de la loyalty. Comment est-ce qu'en fait on traite mieux ces gens-là? Et je pense que c'est un vrai combat. La réalité, c'est que les gens qui viennent 10 ans sur le même camping, en fait, ils sont très bien traités. Parce que le directeur de site et l'équipe sur site, elle n'attend pas que du siège vienne une super base de données ou un programme spécial. Ils les traitent bien. S'ils peuvent les upgrader, ils vont les upgrader. Puis, traiter bien les gens, c'est aussi de la pure considération. Ouais, bien sûr. C'est en contact au quotidien. Mais travailler sur des programmes de loyalty, on est dedans. On en a un aujourd'hui, mais qu'est-ce que je trouve somme toute assez basique. Donc ça fait partie des gros enjeux du secteur. Tu vois, le secteur, il est 10-15 ans en termes de maturité derrière, je dirais, le secteur de l'hôtellerie ou d'autres secteurs du retail. Hein, parce qu'on peut se comparer aussi à ces secteurs-là. Le sujet de la fidélité, c'est un sujet qui est majeur. Alors, je t'ai entendu dans un autre podcast, je trouve ça hyper intéressant parce que, encore une fois, dans la tech, on veut toujours être les premiers avant la vague même. Et toi, tu avais dit que justement, vous étiez assez en retard, mais que ça avait l'avantage d'éviter d'essuyer les pots cassés
Et je trouvais ça intéressant, effectivement. Tu vois tous les programmes de fidélité qui ont jamais marché, tu en vois certains qui réussissent. Donc, tu es un peu derrière, fond de ligne, et tu peux choisir un peu ce qui marche. T'as raison, il y a une forme de confort à observer ce qui s'est fait dans d'autres secteurs. Le grand exemple qu'on utilise, que j'utilise, mais parce qu'il est vrai, c'est la distribution. Tu vois, le secteur de l'hôtellerie s'est fait complètement disrupté par la distribution, par des bookings et par des expédients qui apportent aussi leur valeur. Mais la réalité, c'est que les acteurs de l'hôtellerie sont beaucoup appuyés sur eux. Et aujourd'hui, il y a même des très très gros acteurs en France ou en Europe, ils ont 50%, moins de 50% de distribution directe. Nous, on a 90% de distribution directe. Ah ouais? Ouais, 91 même. Qu'on maîtrise de A à Z avec nos propres canaux. Et on n'est pas les seuls dans le secteur. Alors, je pense qu'on est les plus avancés, mais en fait, on a d'autres acteurs qui font ça. Pourquoi? Parce que le secteur de l'hôtellerie de plein air, du camping en général, a observé ce qui s'était passé sur l'hôtellerie et s'est dit il faut qu'on soit fort. Donc ça, c'est quand même intéressant, quoi. On peut s'inspirer de tout un tas de secteurs pour finalement essayer de prendre des bonnes décisions. Après, on est pionnier sur tout un tas d'autres trucs. ECG ou le secteur, pour être honnête. Notamment toute la transformation des campings, des parcs aquatiques. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont fait des trucs dingues dans le secteur. Mais cette position, on est un peu en retard et on observe, c'est sympa. Après, j'avoue que pour le Booking Watch, tu ne choisis pas un camping comme tu choisis un appart, quoi. Tu as envie d'avoir plein d'informations et peut-être que le format aussi s'y prête pour aller davantage sur vos sites. Oui, c'est compliqué aussi, parce que il y a plein de types de mobil-homes différents, en fait. Il y a beaucoup plus de types de mobil-homes différents sur un camping que de types de chambres d'hôtel dans un hôtel. Ok, donc l'expérience pour montrer tout, les avantages et plein d'achat. Ouais, c'est marrant parce que j'étais allé j'avais un peu benchmarké, je suis allé sur un site d'un concurrent que j'ai cité en amont, mais je ne citerai pas après. Ouais. Et j'ai trouvé le site, je me dis, punaise, comment on peut avoir autant de camping, avoir potentiellement autant de chiffre d'affaires et avoir une expérience digitale pas ouf. Et je me dis, putain, c'est dingue. Je me dis là, les 3/4 des boîtes qui n'ont pas 1 euro de côté, ils ont des sites trop stylés où tu as envie d'aller te convertir. Je me dis, par rapport à l'enjeu financier, je trouve ça dingue que ça donne aussi peu envie, mais ça marche. À la fin, leurs campings, ils sont pleins. Écoute, je vois l'acteur que tu parles qui est un super acteur, qui fait un excellent boulot sur le terrain. D'ailleurs, c'est une des propriétés, je pense, de notre secteur, c'est qu'on a vraiment plein de gens qui sont hyper bons, quoi. Que ce soit des indépendants ou que ce soit des groupes. Mais après, la transformation digitale, elle n'est pas complètement, pour le dire différemment. Ouais. Mais bon, les emplacements sont pleins, donc c'est le principal. Ouais, mais tu arrives. Oui, mais bien sûr, tu y arrives. Mais notre enjeu, c'est pas d'être plein l'été. Enfin, on sera plein l'été. On n'a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'on sera plein l'été. Mais c'est offrir la meilleure expérience possible de A à Z. Et or, le camping, ton séjour sur le camping, c'est qu'une partie de l'expérience. Tu as le pré-stay et puis tu as le post-stay. Et justement, puisque ce que tu avais évoqué sur la partie repeat. Et si tu as une meilleure expérience au départ, tu as une possibilité de faire un meilleur yield management et de créer plus de valeur aussi. Du coup, j'imagine que 90% des commandes se font en ligne. 90, non, un tout petit peu moins. On doit avoir 17% de call center. Ok. C'est pas complètement neutre encore. Ça baisse chaque année, mais c'est pas complètement neutre. Ok. Et après, peut-être qu'ils sont appelés via le site. En tout cas, le site, on imagine que c'est... Puis ça dépend des pays. Tu sais, on est très européens. Les Anglais, par exemple, utilisent plus le call center parce qu'ils ont un ferry à prendre et qu'ils ont plus de questions à poser. Donc, la distribution va se faire essentiellement sur le net, avec beaucoup d'acquisitions sur les ads, etc. 100 € dépensés, du coup, de ce que je comprends, vous mettez quand même un peu d'argent sur l'été, en février peut-être, pour anticiper. Mais limite, c'est pas là le cœur de l'acquisition. Mieux vaut le mettre sur des vacances de mai, par exemple, je sais pas. C'est une très bonne question. Là aussi, c'est dans nos grands débats sur comment est-ce qu'on alloue bien nos marketing. Mais oui, c'est plus difficile de remplir en basse saison que ça ne l'est en haute. Après, en haute, la vérité, c'est que tu es en concurrence. Donc, si tous tes concurrents, ils bazardent du AdWords à fond, toi, tu es aussi un petit peu obligé de te battre. Donc là, tu es plus dans une position défensive. Mais on revient à ton sujet sur le repeat et sur le loyalty. Si tu passes de 30 à 35% des gens qui reviennent d'une année sur l'autre, déjà, c'est 5 points que tu ne vas pas donner à Google. Parce qu'on est tous heureux dans le secteur du camping de voir un secteur qui se développe. Je pense qu'on y bosse pour que ça ne vienne pas tout seul, donc on y bosse. Mais le plus heureux de tous, c'est Google. Je t'ai entendu parler aussi de l'argentique, mais je laisserai les auditeurs aller voir ton ancien podcast pour éviter de te faire... Je vais poser la question. Donc, effectivement, vous avez des Anglais, vous avez pas mal d'étrangers. Je crois, puis mes 20, 10, 15, 20%. On a 40% de Français. Donc le reste, c'est des étrangers et 20% d'anglais. Enfin, britanniques.
avec le côté un peu chauvin français, je me dis, d'un côté, est-ce qu'on n'est pas un peu l'un des seuls pays, avec l'Espagne et l'Italie, de pouvoir aussi accueillir? Parce que j'imagine qu'il y a peu de Français qui vont en camping en Angleterre. Très, très peu. T'as toujours des flux. Alors, la réalité, c'est que tu as toujours un flux nord-sud. Tu as très peu de flux sud-nord. Ok, donc l'acteur européen doit être méditerranéen, quoi, par nature quasiment. Alors, il y a des acteurs anglais qui sont très bons, mais qui restent en fait au bord de l'Angleterre. Hein. Et qui sont très forts. Hein. Il y a des grosses boîtes, hein, des boîtes qui font pas loin de notre taille, mais qui sont uniquement sur leur île, quoi. C'est pas un combat pour nous, l'Angleterre. Ouais, c'est un combat de clients. Et ce qu'on veut, on a un concurrent qui a fait un mouvement assez audacieux, qui a acheté des campings en Angleterre. Je sais pas comment ça se passe. Nous, c'est pas une priorité. Nos priorités, c'est France, Espagne, Italie. L'Allemagne nous intéresse, pas encore hyper mûr. Et donc là, il y a la question de te poser. On se pose, c'est est-ce que tu attends que ce pays mûrisse, etc. Ou est-ce qu'en fait, tu fais un peu first mover et tu tentes des trucs. On est dans cette réflexion-là. Mais à un moment, si on veut être l'acteur européen, il faudra qu'on y soit. Sébastien, au conseil, il a peut-être dit faut y aller sans les responsabilités. Et là, c'est un peu plus dur. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a plus de dilemme, quoi. Ok, j'ai l'impression que vous êtes l'un des secteurs qui, même si c'est triste ou pas triste, qui a des effets positifs à la fois au réchauffement climatique et aux enjeux géopolitiques. Typiquement, la Covid est plutôt positif pour vous parce que ça rapproche. Les conflits aussi. Alors, il ne faut pas dire je suis content parce qu'il y a une guerre en Moyen-Orient, évidemment que non, mais j'ai l'impression que c'est ces effets de masse aussi qui vous rendent plus fort aujourd'hui sur des destinations plus courtes chez les Français. Je pense qu'il y a une tendance, en effet, au tourisme de proximité qui est, je sais pas, favorisé, en effet, par tout ce qui peut se passer dans le monde depuis quelques années. Je pense qu'en fait, quelque part, le Covid a été quand même très dur pour nous, hein, parce que nous, à l'époque, on avait, d'abord, il était dur pour tous les acteurs du tourisme. Pour l'hôtellerie de plein air, peut-être un tout petit peu moins, parce que comme on est plus saisonnier, c'est le cas, mais pour ECG, ça a été hyper dur, parce qu'à l'époque, on avait plein d'Anglais, en fait. Et les Anglais, ils n'ont jamais pu voyager, donc... Nous, ça a été une année très difficile, 2020. Mais au niveau du secteur, le Covid a permis un truc. Il a permis à plein de gens, et on s'en parlait, hein, de découvrir finalement le secteur. Et encore une fois, quand les gens viennent, ils ont tendance à rester. Là, la guerre en Iran pourrait avoir ce même effet. Pour l'instant, pour être honnête, on ne le voit pas complètement. On voit surtout beaucoup de last minute, au jour où on enregistre ce podcast en tout cas. Mais on est quand même plutôt positif. Finalement, les gens devraient rester. Donc, le tourisme de proximité, je pense que c'est une tendance qui est en effet qui est longue. Et après, pour revenir sur ta question du réchauffement climatique, d'abord, c'est sûr que c'est une réalité qui nous impacte, nous particulièrement, parce qu'on est en plein air. Hein, donc, c'est des tempêtes l'hiver, il peut faire chaud l'été. Hein. Comment est-ce que nous, on s'adapte au CG à ça, hein, on s'adapte en ayant un réseau qui est très large, puisqu'on va des Pays-Bas jusqu'au sud de l'Espagne et jusqu'au sud de l'Italie. Donc, ça donne aussi de la résilience. Finalement à un acteur comme nous. Tu vois, être un acteur pan-européen, et c'est ce qu'on est, et c'est ce qu'on veut devenir encore plus, ça te donne de la résilience. Donc, tu peux te dire, tiens, j'ai loupé l'Espagne, alors que l'Espagne a fait 10%. Nous, comme on n'est pas hyper exposé à l'Espagne, on a fait moins. Ok, sauf qu'en fait, ça te donne vachement d'équilibre et vachement de sécurité. Chaque été, on entend des incendies proches des campings. Longtemps, en tant que CEO, tu peux mettre en place, tu vois, je me dis, à part appeler les pompiers ou mettre des capteurs, est-ce qu'on parle de drones ? C'est quoi tes leviers pour diminuer le risque des campings qui sont proches forêt? D'abord, c'est une préoccupation, hein, c'est sûr, c'est une préoccupation qui est majeure. Nous, du bois, on n'a pas été très directement impacté, mais par exemple, un partenaire l'a été l'année dernière et c'est pas cool du tout. Hein, donc, beaucoup pour ces situations-là. Comment est-ce qu'on le traite? D'abord, on bosse beaucoup avec les pompiers parce que une façon d'endiguer ces feux-là, c'est d'élaguer sur nos campings, c'est d'élaguer autour de nos campings, c'est parfois de dédensifier pour pas qu'il y ait trop de mobilos, mais que si un feu se déclare, en réalité, tu vois, finalement, il n'y a pas beaucoup à consumer. Donc, en fait, on bosse avec les autorités sur ces sujets-là. Enfin. Mais oui, ça fait partie des sujets de préoccupation, c'est sûr. Ok. Pourquoi certains fonds investissent massivement dans le camping aujourd'hui? J'ai vu qu'il y avait pas mal d'acquisitions, j'ai vu que le groupe attirait aussi des capitaux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un investissement plus qu'hier finalement? En fait, ça fait longtemps que les fonds d'investissement
ont commencé à mettre des sous dans le camping. Et le premier, en fait, c'est ECG qui ne s'appelait pas ECG à l'époque, qui s'appelait Homer, et Montefiore, fonds d'investissement historiquement spécialisé dans le tourisme, super successful, a fait le pari en 2007 d'investir dans ce secteur. Puis après, il y en a eu un autre, 2 autres, 3 autres. Aujourd'hui, on est pas mal d'acteurs et sous private equity. Il y a une raison pour ça, c'est que les fonds ont compris qu'il y avait une opportunité de marché. On a d'une part un secteur qui est dynamique, résilient et qui a une croissance à long terme. On a un marché qui est hyper fragmenté. En France, on a 7400 campings, en Italie 2400, en Espagne 1400, et des groupes qui représentent aujourd'hui encore pas beaucoup, si tu veux. Situation idéale pour aller passer. Oui, et donc si tu veux croître, tu as besoin de capitaux. D'accord ? Donc si tu as besoin de capitaux, tu peux les emprunter à des banques ou tu peux avoir un fonds qui vient t'aider. Donc, c'est comme ça que les fonds finalement sont rentrés. Le secteur est assez rentable. Alors, on met beaucoup de capex, on met beaucoup d'investissements, soit pour racheter des campings, soit pour upgrader nos campings. Mais c'est un secteur qui se prête quand même pas mal au private equity et les fonds d'investissement vont rester intéressés par ce secteur. Il y en a encore qui rentrent aujourd'hui sur des plus petites boîtes. Nous, on commence à être une grosse boîte et donc il y a moins d'acteurs qui peuvent s'intéresser à nous. Voilà, c'est vraiment. Mais c'est un secteur qui se prête hyper bien au private equity. Comment on homogénise les campings qu'on rachète? Quelle part de singularité on laisse? J'imagine qu'il y a un peu une centrale d'achat à votre manière. On se dit, les camping-cars, les mobil-homes doivent être comme ça. On a tel type de fournisseur pour les piscines. Qu'est-ce qu'on se dit? OK, là, on va gagner sur les coûts à fond. Et qu'est-ce qu'on laisse un peu au directeur du camping pour avoir sa patte sur sa région ou autre? C'est une hyper bonne question. Écoute, nous, notre parti pris, il ne faut pas tout uniformiser. Tu vois, on a un concurrent qui l'a fait, ils le font très bien. Le IKEA du camping, non, pas. Ils ont toujours un peu la même expérience, etc. Et c'est une vraie valeur, je pense, de pouvoir proposer systématiquement la même valeur. Nous, ce n'est pas notre choix. Parce que nous, on croit à un truc. On croit au local. On croit à la destination. Donc, nous, on veut, tu vois, notre marque en France, notre marque commerciale, c'est la marque Homer. On veut que dans un Homer, finalement, tu as un certain nombre de choses, d'expériences qui soient systématiquement les mêmes. Mais nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est la destination. On ne veut pas que tu aies la même expérience à Bénodet, que tu auras à Argelès, que tu auras à Fléchus, que tu auras à Canet-en-Roussillon. Donc, tu vois, nous, dans nos différents piliers, par exemple, quand tu vas sur les campings, pour améliorer l'expérience sur les campings, on a un pilier sur les activités. On pense qu'en fait, on doit valoriser beaucoup plus toutes les activités qu'on propose à la fois sur nos campings et en dehors des campings. Il y a des gens qui restent dans les campings, mais il y a plein de gens qui choisissent une région et qui veulent naviguer autour. On a un deuxième pilier qu'on appelle le care, sur la considération. Donc moi, je veux que mes équipes sur le terrain, elles soient au niveau du Club Med, tu vois, et que systématiquement, si tu vas sur un de mes campings, tu croises quelqu'un, il va te sourire, il va te dire bonjour. Donc ça, c'est un deuxième. Et le troisième pilier, c'est le pilier de la destination. Moi, je veux qu'au restaurant de Bénodet, tu as du Queen Yaman, quoi. Tu n'auras pas la même chose si tu vas à Argelès. Un petit peu ridicule. Donc ça, d'abord, c'est un peu notre motto. Mettre en avant le local et avoir un certain nombre de standards. Par exemple, les mobil-homes, en effet, tu vois, on a des cahiers des charges qui sont hyper clairs. Après, tu as évoqué un deuxième sujet qui est hyper important, qui est le sujet de la latitude que tu dois laisser à tes équipes. Moi, je crois beaucoup à l'empowerment. Il faut que nos équipes sur place, elles connaissent très bien, elles sachent très bien où on va. Une fois qu'elles savent ça, tu vois, elles ont les cibles, les quelques KPI et tout. Après, il faut leur laisser un univers pour innover. Tu vois, moi, je veux voir beaucoup de campings. Je vois 70 campings par an, quoi. Il n'y a pas un camping où j'apprends pas un truc. Ça n'arrive jamais, quoi. Et j'ai toujours une leçon que je tire d'une visite de camping. Et dans les 3/4 des cas, la leçon, je la tire du directeur de camping qui va me dire, tiens, tu vois, c'est marrant, on a refait cette zone-là. En fait, on avait des arbres qu'il fallait couper, on les a foutus dans un broyeur. Et puis, du coup, on a fait des petits copeaux. Et en fait, on a fait une nouvelle zone végétalisée. On a récupéré ce petit palmier qui était là. Ou en fait, on avait des terrasses achetées. Plutôt que de les jeter, finalement, on les a un peu retapées et on a refait un nouveau bar. C'est génial, quoi. Et quand ils prennent ces initiatives, ils sont beaucoup plus engagés, en fait. Et ils vont donner beaucoup plus aux clients. Donc, c'est complètement win-win. Mais ce qui est important, c'est de bien leur fixer le cadre dans lequel ils peuvent évoluer. Et après, que dans ce cadre-là, ils aient une totale liberté. Et le cadre, c'est important parce que c'est notamment les normes de sécurité. Et ça, c'est clé. Tu ne peux pas jouer avec ça. Mais ça, c'est un combat. On est dans ce parcours de transformation. On n'y est pas encore complètement. Il y en a qui sont très en avance, il y en a qui sont un petit peu en retard. Mais à la fin, on a bâti ça. Je serais vraiment hyper content.
J'avais un cadre pour l'interview, mais il part dans tous les sens. Désolé, c'est peut-être moi. C'est moi là. Parce qu'on parle des directeurs de camping, directeurs, directrices. J'imagine que tu ne fais pas tous les interviews, les entrevues. Bien sûr, j'ai des équipes qui font ça remarquablement. Ouais. Mais tu dois intervenir sur certains recrutements, j'imagine. Quand on te fait arriver, on ne t'a fait pas arriver au début de l'entretien, mais plutôt à la fin des entretiens du process, c'est quoi que tu vas regarder en premier? Parce que je vais demander aux gens, je vais leur demander plusieurs trucs. Je vais leur demander si on est sur les compétences. Enfin, tu as deux choses. Tu as les compétences et puis tu as le savoir-être. Sur les compétences, je vais souvent demander aux gens quels sont les succès qu'ils ont eu, tu vois, qu'ils ont fait, que ce soit d'ailleurs pro ou perso, quoi, leurs achievements. Quoi. Et après, sur le savoir-être, en fait, qu'on va vite tester, c'est les valeurs. Ils sont calés sur nos valeurs. Est-ce qu'ils ont de l'énergie, c'est vachement important. Et est-ce qu'ils ont une appétence au client, quoi. Est-ce qu'ils veulent vraiment remplir notre mission? Est-ce qu'ils collent à notre mission? Et notre mission, c'est d'offrir les meilleures vacances possibles à nos clients. Parce que c'est une grosse responsabilité, en fait. Nous, on a la plus grosse dépense des gens, en moyenne. La plus grosse dépense des gens dans l'année, c'est les vacances. On ne peut pas les foirer. On n'a pas le droit, quoi. C'est une responsabilité morale. Donc, faut qu'on ait des gens qui soient câblés comme ça. On peut avoir des gens avec plein de profils différents. Et en fait, l'envie dans notre métier, ça compte. On s'est beaucoup parlé, là, CAPEX, développement, rachat, camping et tout. OK, il y a des gros chiffres. Hein. Et à la fin, d'ailleurs, tu avais commencé par ça, c'est 7500 personnes. C'est des hommes et des femmes. Et c'est vachement le camping. Les gens cherchent encore beaucoup la convivialité. Et on espère apporter de la convivialité. Donc, c'est le service. Donc, il faut qu'on ait des gens qui soient câblés comme ça. Et puis, c'est dur, hein. C'est dur, la saison elle est courte, mais elle est hyper intense. Les patrons de camping, ils prennent pas beaucoup de vacances pendant les mois d'ouverture. Les animateurs, j'ai de dingue. Quand tu vas gérer des ados, des enfants, ouais. Et le jour où tu n'as pas d'énergie, ça se sent direct. Le client il est intraitable, il le voit direct, quoi. Donc les compétences par les achievements, mais surtout le savoir-être. Parce qu'en fait, les compétences, on peut leur apprendre. Et tu vois, on forme plein de gens chaque année. Qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans sur les campings? Au-delà de la qualité du mobil-home en lui-même, est-ce qu'il y a des choses qu'on a changé ou finalement on vient toujours chercher la même chose et c'est OK et je pense que convivialité, etc. Est-ce que tu as vu des choses changer en 10 ans? Il y a des choses qui restent. Hein. Comme tu dis, je pense que la convivialité, le plein air, ça reste. Après, ce qui a changé, c'est en fait vraiment tout a changé. Tu fais le parallèle avec ce film Camping qui nous a beaucoup servi et aussi beaucoup desservi dans le même temps. L'aspect convivialité, sympa, on le trouve tout. Il y a eu un petit changement, un petit pic de croissance au moment du film? Ouais, parce qu'en fait, on est rentré tu vois, un peu dans le radar, quoi. Officiellement, C'est vrai, ça. on est rentré dans le radar. Après, l'expérience, elle a vachement changé parce qu'elle est vachement montée en gamme, parce qu'elle est vachement montée en confort. On a parlé du mobil-home tout à l'heure sur la montée en gamme, tu vois, des trucs aussi bêtes que le matelas. Passer beaucoup de temps à choisir nos matelas, qui sont des matelas premium, qui sont épais comme ça, parce que la literie et bien dormir, c'est hyper important. C'est celui qui gagne l'appel d'offres avec vous sur la literie, il est content. Hein. Ouais, il est content. Et après, on ne s'est pas beaucoup parlé du reste, mais tout le côté infra, en fait, il a énormément bougé. À une époque, on avait des piscines, maintenant, c'est des parcs aquatiques qui sont devenus super grands. C'est les restos. Alors, les parcs aquatiques. C'est des vrais parcs aquatiques. Tu vois, moi, j'y vais ce week-end avec mes enfants et ma belle famille. OK. Les enfants, ils sont moins. C'est sûr. Ils sont dingues. Alors, tu sais, je peux te partager une anecdote perso, je trouve que celle-là, elle est mignonne, rigolote. Je suis allé pour la première fois avec mon fils qui avait pas encore 3 ans l'année dernière, c'était son anniversaire, quoi, à la Pentecôte l'année dernière, sur un camping. Il y avait un tout petit toboggan et il a descendu le tout petit toboggan. L'expression sur son visage, je crois que je l'ai jamais vu ailleurs, quoi. Il était en mode... Il avait découvert une nouvelle sensation, un truc de dingue, quoi. Et ça marche. Pour moi, c'était une satisfaction de dingue, quoi. Et donc du coup, on y va ce week-end et les garçons sont ravis parce que il y a de l'espace, ils peuvent jouer, ils ont un espace de liberté. Tu vois, ce qui n'a pas changé aussi, c'est la sécurité. Parce que dans un camping, tu es dans un espace qui est clos. Et c'est hyper important pour les parents d'être dans un espace clos. Et en fait, tu laisses tes enfants vachement grandir dans un camping. Parce que le premier jour, le gamin, il va faire 5 mètres, puis après, il va faire 10 mètres, puis après, 3 jours, en fait, il se balade partout. Donc, il a une forme d'autonomie qui est importante. Donc, ce secteur continue quand même beaucoup monter en gamme. Donc, il faut qu'on arrive à attirer ces gens-là qui vont dans les RT, dans les villages de vacances, pour qu'ils testent le truc. Parce que je suis sûr que
Sur qui restaurant. Ouais, J'ai pas de doute. t'es en train de m'avoir. Ah, bah, Non, écoute, mais c'est vrai que j'avais, comme je l'ai dit, je le confesse, j'avais du mal, parce qu'en même temps, d'un côté, tu as 20-25 ans, tu veux faire la fête, tu penses pas au camping. Et que j'avoue que quand tu as un gosse, c'est tellement dur de partir en vacances quand tout n'est pas organisé c'est bonheur. que ouais, c'est un Et t'as des clubs enfants chez nous qui sont inclus. Hein, alors, on les prend pas en dessous de 3 ans parce que c'est une législation qui est un petit peu différente. ça Après, représente padel. paddle, Ouais, padel, Ouais, tennis. raquette, ouais. Ouais. Vous y allez ou pas? Depuis quelques temps, on y va. Ok. Depuis quelques temps. Gros argument ou... Bon argument. C'est pas un argument différenciant, mais c'est un bon argument parce que c'est assez sympa et que tu peux jouer à 4 et que Famille, ouais, famille, etc. Le seul truc du paddle, donc on en a, je sais pas combien on a de paddle, on en a pas mal. L'année dernière, on a installé une demi-douzaine. On se développe. Parfois sur des anciens terrains de tennis, parfois on laisse les terrains de tennis, parce qu'il y a des gens qui aiment encore bien le tennis. Mais tu vois, le paddle, c'est un bon exemple parce que c'est l'exemple d'un sport qui est assez accessible, familial. Tu vois, tu peux jouer en mixte, tu peux jouer parents, enfants, etc. Petit format en plus. Ouais, petit format, donc tu en mets 2 sur un terrain de tennis, c'est quand même assez utile. Le seul problème, c'est que c'est très bruyant. Il faut choisir la zone où tu le mets, parce que si tu le mets à côté des hébergements, les gens deviennent fous, donc on ne peut pas le faire, quoi. Mais ce genre de sport, qui est très famille, en fait, ou tribu, on veut le dupliquer ailleurs. Par exemple, un truc qui m'avait vachement surpris de mes analyses dans ma vie d'avant et que j'ai vu dans la vraie vie, c'est le mini-golf. Et ben le mini-golf, en fait, c'est canon. Parce que tu peux jouer grands-parents, enfants, hommes, femmes. C'est ludique, c'est sympa. Le deuxième truc qui est canon et qu'on met partout et on a des poils de plus en plus, c'est les tables de ping-pong. Au-delà de la hype. Ouais, petite hype. Hein. Ouais, il y a une super hype, je suis d'accord. qui est géniale. On adore. Moi, j'adore le ping-pong en plus. Mais c'est très cool. Parce qu'en fait, les enfants jouent entre eux, les enfants jouent avec les parents et tout. Et ça, tu sais, le camping, c'est aussi un moment où en fait, tu reconnectes les gens. Et ça compte vachement, en fait. Soit dans ta famille, soit avec d'autres personnes. Ça compte vachement. Donc le paddle, mais pas que. On a plein d'autres trucs. Il y a des acro-games. En fait, il y a... nous, on essaie de développer de plus en plus d'activités. Je te le disais, c'est un autre pilier, activité, destination et considération. Parce que voilà, c'est ça qui fait l'essence de ce camping. Faut qu'on donne plein de raisons aux gens de venir sur nos campings et d'y rester autant que possible parce qu'on a aussi de la restauration, etc. Donc, on veut qu'ils restent sur place. Petit jeu. Ouais. Tu peux répondre j'y crois ou je n'y crois pas. Dans 10 ans, le camping premium concurrencera directement certains hôtels. C'est déjà le cas. Le futur du tourisme européen sera davantage local que long courrier. J'y crois. À mort aussi. En vrai, c'est là il faudra la creuser. L'IA va profondément transformer le tourisme. Pourquoi, par exemple? Je me suis posé D'abord sur l'amont, sur toute la distribution. Je disais, le grand gagnant aujourd'hui, c'est Google, hein, parce que les gens cherchent avant tout par Google. Maintenant, les gens commencent à chercher beaucoup par Gemini, ChatGPT. On pourra s'en parler si tu veux de celle-là, mais oui. Transformation majeure, à la fois sur la distrib et sur la façon dont on fait notre métier au quotidien. Les campings deviendront des lieux hybrides vacances télétravail. J'y crois pour les séminaires, ça j'y crois à mort. Ah, j'ai vu la marque Event. Ouais, Homer Events, j'y crois à mort. Je crois pas beaucoup, on le teste, hein, mais à la formule où tu pars une semaine en télétravail, ça j'y crois moins. Par contre, les séminaires, j'y crois à mort. J'avoue, séminaire, même moment perso, 30. Ça marche. Cousinade, anniversaire. Du coup, tu privatises une partie du camping pas... Ouais, en fait, tu choisis des hébergements qui sont à côté les uns des autres. Et en fait, non, tu privatises pas. Ou alors, tu peux privatiser le coin à zéro. On peut t'arranger un truc. Hein. Mais en fait, alors, ça s'y prête formidablement bien. Dans 15 ans, les vacances d'été traditionnelles 2 à 3 semaines disparaîtront progressivement. Fragmenté. On voit que chaque année, la durée de séjour se réduit. Ah, ok. Ouais, chaque année, de manière pas neutre, hein, de, je sais pas, 1,5% par an, quand même, tu vois. Donc, sur 5 ans... finir une semaine, 10 jours, quoi. Ouais, en fait, on a en moyenne le séjour, l'été, le séjour moyen, c'est 10 jours. Mais ce qu'on observe, c'est que ça baisse. Soit parce que les gens, ils veulent faire 2 séjours différents, soit parce que, et c'est pas impossible, hein, il y a des contraintes budgétaires et que finalement, les gens, in fine, ils sacrifient pas leurs vacances. Notre secteur, il est très résilient. Les gens sacrifient pas leurs vacances, c'est un bien de première nécessité. Par contre, ils peuvent sacrifier une nuit. Et puis, aussi, tu vois, septembre, octobre, etc., tu t'éclates tes vacances, donc tu les fragmentes, c'est ce que tu disais. Tu peux réduire une nuit, notamment à cause du transport. Tu dis, punaise, je pas envie de me taper le dimanche. Oui, on est devenu très flexible. Il y a quelques années, tu vois, tu me disais, qu'est-ce qui a changé dans le camping, qu'est-ce qui n'a pas changé? Il y a quelques années,
c'était uniquement le samedi, les arrivées. Ah, aussi, c'est vrai. Le samedi, mercredi. Et maintenant, c'est flexible. Aussi, alors, nous, on a beaucoup poussé le flex. On appelle ça fixe et flex. On a beaucoup poussé le flex parce que comme on a beaucoup d'étrangers là, et qu'on essaye, en fait, l'intérêt pour nous d'aller chercher des étrangers, des Allemands, des Néerlandais, des Anglais, des Polonais, des Danois, etc., c'est qu'en fait, tu cumules les vacances. C'est toujours un Européen en vacances. Voilà. Exactement. Il y a toujours un Européen en vacances. Et tu vois, samedi commence, j'étais en Italie hier, samedi, c'est hyper important pour les Italiens, commencent les vacances des Italiens, des Anglais, des Allemands. Ça va bien remplir. Et alors, je ne sais plus pourquoi je te disais ça, parce que c'est du flex. Et donc, comme les Anglais, ils arrivent avec leur ferry, tu vois, ou un peu comme en Corse, tu es obligé d'avoir du flex. Les Néerlandais, ils arrivent le dimanche. Si tu veux accueillir des Néerlandais, tu es obligé d'avoir plusieurs. Donc, finalement, nous, on a ouvert vachement nos jours. Ton enjeu, c'est de remplir tes trous, tu vois, parce qu'après, du coup, t'as quoi? Tu as un grand calendrier, et puis tu as un séjour de 7 jours, un séjour de 4 jours, puis au milieu, tu as 2 jours. Donc, soit tu vas pousser les gens à rester une journée de plus ou à autre arriver une journée de plus, soit par tout un jeu et là, l'intelligence artificielle t'aide dans ton quotidien. Vous avez un ERP à vous ou c'est un acteur derrière? Non, on travaille avec un PMS tiers spécialisé. Mais après, tu as tout un jeu pour faire bouger ton Mikado et embriquer tes trucs. Ton objectif, c'est de réduire tes trous. Et donc, finalement, la conséquence positive, c'est qu'en plus de ça, ça peut convaincre certaines personnes qui ont peur du trafic, puisque c'est flex. On a toujours nos principales arrivées, ça reste quand même le samedi. Mais bon, leur faire des embouteillages, c'est le même pour tout le monde. Le changement climatique va profondément redessiner la carte touristique. J'y crois. Le luxe demain, c'est l'espace et la nature. J'y crois. Je changerai juste, je disais que c'est le luxe aujourd'hui. On arrive bientôt à la fin. Il me reste encore quelques questions, parce que sinon, je te cours tout à l'heure. Non, je me suis posé la question du pricing dynamique. Est-ce que c'est un truc qu'on ne veut pas? C'est chiant. Ou en vrai, économiquement, c'est évidemment là qu'il faut y aller, quoi. Pour être très clair, nous, non seulement on le veut, mais on le fait. Et on le fait depuis très longtemps. On fait beaucoup de yield. Et je pense que c'est la vertu d'être un gros acteur ou d'être un acteur leader dans le secteur. C'est qu'en fait, on peut investir dans tout ça. On investit, je pense humblement que sur l'IA, on est les plus avancés du secteur. Je pense que sur le pricing dynamique, on est le plus avancé du secteur parce qu'on peut investir dans des modèles, on peut investir dans des erreurs en faisant des tests avec des trucs. Mais le pricing dynamique, c'est essentiel. Je peux donner un petit tips pour ceux qui veulent réserver leurs vacances. C'est quel est le meilleur moment pour payer le moins cher? Le meilleur moment pour payer le moins cher, c'est que tu rentres, tu fais un premier séjour chez nous, tu rentres dans la base de données, tu deviens un client loyal. Et je comprends que ça va être le cas dans très peu de temps. Et là, tu auras les meilleures conditions, bien sûr. Ok. Si tu avais... Je t'offrirais même le choix de ton emplacement. Parce que, c'est sympa. Parce qu'on est comme ça. Pour des clients loyaux, tu sais. Si tu devais inviter une personne sur ce podcast, ça serait qui? Et surtout pour parler de quoi? Si je devais inviter une personne, si j'étais dans tes baskets. Exactement. Tu me conseilles d'inviter qui et ça serait pour quel podcast? Pour quel sujet, pardon? Écoute, le premier nom qui vient en tête, c'est Sébastien Bazin, que je trouve très inspirant. Je trouve qu'il a fait un travail remarquable avec Accor, avec une capacité à transformer la boîte, mais avec une hauteur de vue que je trouve dingue. Je l'ai croisé, j'ai travaillé avec lui sur quelques petites missions. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas croisé. Je sais qu'il aimait bien le secteur du camping. Moi, tu vois, je trouve que c'est quelqu'un qui a toujours plein de trucs intéressants. Accor, si je me trompe, donc en gros, ils ont vendu leur actif. Ouais, ils les gèrent. Ils les gèrent d'une certaine manière. Est-ce que ça, c'est un truc qu'on pourrait voir dans 10 ans? Le groupe qui finalement gère beaucoup plus de camping, mais qui cède les actifs pour alléger le mammouth. Ouais, c'est une bonne question. Nous, par exemple, en fait, on a plein de modèles, business models différents. On n'est pas rentré là-dedans, mais on a plein de modèles différents. Parfois, on a le foncier, parfois, on n'a pas le foncier. On n'est pas franchisé. Oui, c'est vrai. On est toujours exploitant. On a ce modèle où on gère les campings de A à Z, et le modèle sur lequel on est en forme de tour opérateur. Donc, on a des modèles de location gérante. Ce qu'Accor fait, il peut le faire parce qu'il a des marques qui sont puissantes. Aujourd'hui, dans le camping, il y a peu de marques puissantes. D'ailleurs, moi, ça, c'est un truc... on pourrait poser la question, est-ce que tu crois pas, il y aura des marques puissantes dans le camping demain? Ouais, j'y crois. Et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que nous, fruit d'acquisition, on fait des choix d'architecture de marque récents avec notre marque en France qui est Homer, notre marque au nord de l'Europe qui est Eurocamp. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? Parce qu'on pense que les marques demain, ça va devenir important. Avant, les gens, ils choisissaient vraiment un camping par hasard. Maintenant, ils commencent seulement à choisir un peu des marques et des réseaux. Demain, j'espère, on ne dira plus je vais au camping, mais qu'on dira je vais chez Homer. Tu vois, si tu prends l'exemple du Club Med, les gens vont te dire t'étais où en vacances? J'étais au Club Med. Ils vont pas te dire qu'ils étaient à La Réunion ou qu'ils étaient en Maldives. Ils te disent ça.
Moi, j'aimerais qu'on arrive à ça. Donc, c'est pour ça qu'on investit beaucoup sur la marque Omer, alors c'est aussi Omer Events, qu'on a fait une nouvelle campagne de pub, et on va continuer de développer ça. Et si il y a une marque forte, tu peux avoir un modèle à accord. Parce que ta plateforme de distrib, elle devient importante et tu peux être un fragilisé. Si tu ne l'as pas, objectivement, ça sert à rien. Mais aujourd'hui, dans le camping, tu vois, là, j'ai vu pas plus tard que cette semaine les résultats sur les marques. Il n'y a pas un acteur du camping qui a plus de 20% de notoriété spontanée et pas un qui a plus de 55% de notoriété spontanée. C'est pas beaucoup, quoi. Et celui qui a la notoriété spontanée dans le camping, eux, on va les citer et on s'entend bien, c'est Bellambra. Pourtant, Bellambra, c'est pas d'acteur du camping. Ah, c'est marrant, ok. Donc non, des acteurs comme Pierre et Vacances, Center Park, Bellambra, qui sont des marques, qui sont ancrées, qui sont puissantes, elles sont assez inspirantes aussi. Nous, on veut faire de Omer en France l'équivalent de ces marques-là. Et on veut faire de ECG, notre marque employeur, l'équivalent d'un accord, qui hébergera ces marques dans le futur. C'est ça la vision. Dernier mot, si tu avais un mot, une phrase pour tes équipes, pour les 7500 collaborateurs, ça serait quoi? Un travail incroyable, extraordinaire. En fait, c'est ça qui porte, c'est ça qui nous porte, c'est nos équipes. Et on le voit, hein, quand on change d'un site à un autre, on change d'équipe, on a parfois des grosses baisses de satisfaction ou parfois des très grosses augmentations de satisfaction. Nous, l'indicateur qu'on suit, c'est le NPS. Et on a fait plein d'analyses de corrélation dans tous les sens. La première corrélation avec un bon NPS, c'est ton staff. Le reste, ça vient derrière. Donc, on peut investir des millions dans des nouveaux hébergements. Et si tu n'as pas des équipes, ça marche pas. Et nous, on est sur une trajectoire de NPS qui est une vraie chouette trajectoire. Depuis 3 ans, on prend 10 points par an et tout. Et je l'attribue d'abord et avant tout aux équipes. Donc, on a vraiment des super équipes, hyper engagées. Donc, beaucoup reviennent. Donc, je pense qu'elles sont contentes et j'espère qu'on les traite bien. Je crois humblement qu'on les traite bien, mais eux nous apportent énormément. Merci Sébastien. Mille merci Lucas. C'était passionnant. Et à très vite dans un de tes campings. Ah ouais, j'y compte bien, ouais. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt pour le prochain épisode.